On a tous entendu un peu parler de ce projet qui a l'air très intéressant pour l'écosystème de la région, du territoire, et qui nous intéresse aussi, nous, Cinémed, parce que faire venir des auteurs de toute la Méditerranée et qu'ils puissent bénéficier de cet écosystème, c'est quelque chose d'important. Mais il n'y a jamais eu, en fait, de grande prise de parole de ceux qui sont derrière ce projet. Donc, on les a rencontrés et on leur a proposé de venir un petit peu en parler directement à vous et en savoir un peu plus sur la temporalité de la construction de ce projet et puis exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de Pix Studio. Je vais laisser Karim Ghiati, qui est le directeur d'Occitanie Film, mener la danse et appeler les différentes personnes concernées. Merci Christophe, merci pour ton accueil et pour ton introduction. Alors venez, rejoignez-moi. Alain Guiraudon, Osez, Sébastien Giraud, Véronique Huillet, Benoît Ruiz. Et installez-vous là où vous souhaitez. Et on va vous laisser la parole rapidement pour cet échange avec le public. Vous dire que cette rencontre professionnelle s'inscrit dans le cadre des rencontres qu'on organise toute l'année. Vous êtes nombreux et nombreuses à savoir que chaque année, c'est entre 30 et 40 rencontres qui sont organisées. Et précisément ici à Cinémed, avant-hier, nous étions avec des professionnels autour du film, autour de ces deux films, Pétaouchnok et L'Attente. Tout à l'heure, à 14h, ici même, une rencontre avec la PIFA, Philippe Aussel, son président qui est présent, l'association des producteurs d'Occitanie, consacrée aux studios d'animation et aux industries techniques. Et demain, une rencontre film en fabrication qui amènera le public au cœur des étapes de création d'un long métrage d'animation produit par les studios toulousains TAT, Paty et La colère de Poséidon, qui sera projeté ce soir à 18h, salle Berlioz. Si vous n'êtes pas le cœur de cible du film, il est possible néanmoins que vous l'appréciez, les plus grands aussi. Et ces rencontres permettent de décrire tout ce qui compose un écosystème. Christophe l'a rappelé dans son introduction, une filière qui est en perpétuelle mutation et qui est traversée par des tensions de manière conjoncturelle et plus structurelle, mais également par des énergies individuelles et collectives qui font que des films s'écrivent, se produisent, se réalisent et se fabriquent ici en Occitanie. Et depuis quelques années, le secteur a connu une forte croissance, dont l'indicateur le plus important est le tournage des productions pour le petit écran, les séries comme Ici tout commence, Demain nous appartient et Un si grand soleil, conçues dans les efficients studios de Vendargue, où depuis peu, tous les travaux aussi de post-production ont également lieu, ce qui participe de manière spectaculaire aussi à la structuration de la filière et à sa consolidation. Ces tournages pour le petit et le grand écran ont de forts impacts sur l'économie, sur l'emploi des professionnels, sur les liens à la formation et aux jeunes diplômés des écoles du territoire. Et j'englobe naturellement dans cette introduction tous les genres et toutes les formes, le court et le long métrage, le documentaire et la fiction, l'animation et les productions pensées pour les nouveaux écrans qui génèrent également des impacts culturels et artistiques. Dont on est très fier également. Il y a quelques mois déjà, des articles parus ici et là annonçaient la création future de nouveaux studios et espaces de production, notamment ici, tout près de Montpellier, sur plusieurs sites, à Saint-Gély-du-Fesque, à Fabrègues, à Pérols. Il nous a semblé opportun, avec Christophe, que dans le cadre du festival Cinémed, une rencontre vous soit proposée afin de mieux connaître les contours de ce projet, les étapes déjà franchies et celles à venir, le contexte global dans lequel il s'inscrit, où il est indispensable aussi d'intégrer des dimensions éco-responsables, cher Benoît. Je vais laisser la parole à l'équipe de Pix Studio pour partager des informations et des réflexions sur ce projet en cours, pour répondre à vos questions et apporter les précisions que vous souhaiterez bon d'aborder. Donc avec nous pour cet échange, Alain Guiraudon, qui est président de Pix Studio, Sébastien Giraud, directeur de Pix Studio, Véronique Huillet, directrice stratégie et développement à Pix Studio, et Benoît Ruiz, expert environnement, innovation, décarbonation au sein de Pix Studio. Et je demanderai aussi également à mon collègue Marin Rosenstiel d'apporter des éléments de contexte global sur les studios en France et à l'étranger. Exercice pas facile. Alain, à vous l'honneur. Vous êtes président de GGL. Rappelez-nous, s'il vous plaît, comment est née cette idée de création de Pix Studio. Et puis, rappelez-nous ce qu'est GGL et la diversité de vos activités. Merci. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. L'idée est venue il y a 3 ans, en 2019, à l'occasion de la visite des studios de France TV à Vendargue, de discussions avec les gens de France TV, et de la lecture du rapport du CNC qui
fait état d'un déficit colossal d'outils de tournage de cinéma et d'audiovisuel en règle générale sur notre territoire national, alors même que c'est la France qui a créé le cinéma, qui a inventé le cinéma. Donc à partir de là, on s'est posé la question si il y avait une opportunité de développer un métier de plus dans notre escarcelle. Il s'avère que la difficulté de ces projets-là, c'est d'avoir des fonciers. Il s'avère qu'on les avait, puisqu'on attendait un projet avec de la valeur ajoutée à plus d'un titre, économique bien sûr, parce que nous sommes des entrepreneurs, je ne surprendrai personne, mais aussi culturel et économique au sens macroéconomique du territoire. Et effectivement, sur la commune de Saint-Gély, nous sommes propriétaires depuis 25 ans avec mon ami et associé sur ce dossier, entre autres, Antoine Pietrera, le patron de SPAG, avec Philippe Arniac. Sur la ZAC des Votes, on est propriétaire d'un terrain qu'on destinait à être urbanisé pour de l'activité, nous avons cherché un thème. C'est à partir de là que nous avons initié, donc en 2019, la réflexion. Et plutôt que de dire du jour au lendemain, coucou, ça y est, on a un projet, on s'est enfermé, on a bossé. Et quand quelque chose a tenu la route, on a commencé à en parler à l'extérieur 18 mois plus tard. Pourquoi nous, opérateurs immobiliers d'origine, nous intervenons sur un sujet comme celui-ci? C'est d'abord de l'immobilier. Donc il s'agissait de construire un écosystème, et donc il faut penser écosystème. Nous sommes aménageurs au départ. Donc l'aménageur, c'est celui qui essaie de réfléchir avec la collectivité, avec des urbanistes, à comment aménager un bout de ville ou une ville. Donc il y a une obligation de regarder un peu plus haut que le seul terrain, pour voir comment tout ça fonctionne, besoin d'écoles, d'infrastructures, de superstructures, etc. Donc ça nous a intéressé de réfléchir à ça. On est très impliqué dans la culture, puisqu'on a une fondation d'art contemporain à Lacanau, à Richer-de-Belleval, que je préside, que j'ai le privilège de présider. On est galeriste également, avec AD Galeries, donc on est déjà très impliqué sur le monde de l'art. On est dans le médical, on le sait pas assez, on est dans l'export, on est très, très impliqué également dans tout ce qui est viticulture, on est pépiniériste viticole. Et donc c'est parce qu'on a une gourmandise de toutes les passions humaines qui nous permettent d'être un peu plus pertinents dans le métier de l'aménagement qu'on s'est jeté à corps perdu dans ce dossier, avec une ambition non seulement de le construire, non seulement de le garder, mais surtout de le faire vivre et de l'animer sur le long cours. C'est la raison pour laquelle, avec Antoine, on a constitué une équipe d'experts, puisque nous n'en sommes pas des experts, on est des experts de l'aménagement, mais pas des métiers qui sont les vôtres du tout. On s'est adossé les compétences de plusieurs personnes qui sont à mes côtés pour la plupart. Il y en a encore une ou deux qui ne sont pas ici, à part Jacques Vienne qui est là-bas. Et avec lesquels on a œuvré depuis 3 ans pour élaborer un projet solide qui tienne la route. Et au fur et à mesure de nos réflexions, on a alimenté ce dossier de 2 sites supplémentaires. Le premier est à Pérols, puisqu'on a compris qu'il y avait un déficit de lieux d'accueil, de résidence sur des courts termes ou moyens termes pour les métiers du cinéma, de l'audiovisuel et des ICC en règle générale. Donc on a déposé sur un foncier dont nous sommes propriétaires, qui est un ancien camping, un permis d'aménager pour faire des écologes, 125 écologes à Pérols, qui seront dédiés à vos métiers, avec des lieux de coworking, des lieux de travail, de répétition et autres, de telle sorte que ce lieu soit vivant et puisse permettre de rayonner sur tous les lieux de tournage et autres ICC du territoire montpelliérain. Et un troisième lieu qui est propriété de la métropole et qui nous est confié par celle-ci à Fabrègues, perdu dans la pampa, un petit peu entre Fabrègues et Gijan, qui est un site industriel de 7 hectares, une dalle de béton,
sur laquelle il y a quelques bâtiments industriels que nous allons rénover et que nous allons développer de nouveaux plateaux de tournage, de nouveaux studios. Et surtout, c'est un lieu sur lequel on pourra faire des décors pérennes. Et pour ceux qui veulent faire du carambolage de voitures, il n'y a aucun problème, ça ne gênera personne. Donc le site existe, il est complètement impacté du point de vue environnemental parce que c'est une dalle de béton de 7 hectares qu'on ne va pas agrandir, on va juste l'utiliser pour compléter l'offre de Saint-Gély en termes de plateau de tournage. Merci Alain pour cette introduction. On va pouvoir entrer aussi dans des détails avec toi aussi Sébastien, si tu veux bien, puis avec vous trois. Mais avant ça, Marin, est-ce que tu veux bien te prêter à cet exercice délicat qui consiste à dresser un rapide panorama des studios en France? Tu veux nous rejoindre, prendre un micro, t'asseoir ou rester debout comme tu le souhaites? Oui, depuis quelques années, le territoire français, effectivement, est plutôt bien doté en matière de plateaux de tournage, mais pas suffisamment au regard de nos voisins européens. Donc, je vais essayer de vous donner une vision, une photographie un peu rapide du paysage européen. Aujourd'hui, 2 pays se distinguent clairement dans la course aux studios, on va dire, qui sont l'Angleterre, Londres en particulier, avec... pour citer les plus connus, qui sont les studios Pinewood, qui représentent environ 360 000 m² de plateaux. L'Allemagne également, avec entre autres le plus célèbre à Berlin, les studios Babelsberg, qui ont environ 150 160 000 m² de plateaux. Et la France, qui arrive... avec environ... il y a également la Hongrie, j'ai oublié, avec les studios Korda... à Budapest, et la France est en 4e position sur l'échelle européenne avec seulement environ 58-60 000 m² de plateaux sur le territoire français. Donc effectivement, il y a encore du chemin à faire pour pouvoir atteindre un niveau national en matière de développement de surface de tournage. Aujourd'hui, il y a des investissements qui sont assez importants, qui ont été faits même très lourds. Je pense entre autres à l'Angleterre qui investit de mémoire presque plus d'1 milliard d'euros dans le développement, qui sont financés essentiellement par d'ailleurs financés par des fonds privés. Différents territoires européens cherchent aussi à se positionner, à se redéployer. Particulièrement un exemple qui est celui de Cinecittà, que vous connaissez tous, dans lequel il va y avoir des investissements assez importants, je crois autour de 300 millions d'euros d'investissement pour moderniser les studios de Cinecittà. Donc ça vous donne comme ça un petit peu une idée du paysage. Alors pourquoi des studios? Puisqu'effectivement il y a une effervescence aussi liée aux nouvelles technologies. On le voit un petit peu comme pour illustrer cette image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, studio, ce n'est plus forcément des décors avec des feuilles de décor en bois montées dans des grands espaces. C'est aussi une emprise beaucoup plus forte de l'intégration des nouvelles technologies et entre autres des écrans LED qui permet un éventail de possibilités presque infinies et qui sont des outils encore en développement, qui sont encore des outils de recherche, mais qui sont un peu des outils de recherche, d'avenir, pour pouvoir optimiser effectivement un certain nombre de choses en termes de décors. Donc voilà, donc ça donne un peu cette idée. Il y a déjà effectivement en France plusieurs opérateurs qui se sont positionnés sur ces nouvelles technologies, entre autres, évidemment l'utilisation des fonds verts, mais je pense évidemment également aux dalles LED, aux écrans LED, aux murs LED, comme on les appelle. Et aujourd'hui, donc, l'enjeu est un enjeu national. Des quelques opérateurs historiques, pour les citer, qui sont les studios d'Épinay, les studios de Brie-sur-Marne, les studios de la Victorine à Nice, vous connaissez forcément, ou encore un opérateur qui s'est positionné ces dernières années, qui est voisin, qui sont les studios de Provence, ou encore, je pense, aux studios à Paris, les studios de Paris, qui avait été lancé par Luc Besson. Malgré tout ça, effectivement, le volume de mètres carrés en matière de tournage pour pouvoir attirer plus de production, surtout essentiellement étrangère, est insuffisant. Donc la France cherche à se repositionner là-dessus.
Dans ce cadre-là, le CNC avait déjà lancé un premier appel d'offres il y a quelques années, il y a 2-3 ans, qui s'appelait le choc de modernisation, qui était doté de 10 millions d'euros pour moderniser les outils de production, et entre autres celui des studios français. Et récemment, il y a quelques mois, le CNC, dans le cadre de France 2030 avec la Caisse des dépôts, a lancé un nouvel appel d'offres qui se clôture là à la fin de la semaine. Un appel à projet de 350 millions d'euros d'investissement pour moderniser les outils de fabrication des films. Ça concerne les studios de tournage, les studios numériques, donc tout ce qui est studio également d'animation, de jeux vidéo et également de studios type écran LED, dalle LED, voilà, et la formation de techniciens et de techniciennes, de comédiens et de comédiennes qui accompagneront évidemment dans une logique d'attractivité tous ces nouveaux outils. Voilà. Donc, si je reviens à une échelle un peu plus micro, à l'échelle de l'Occitanie, à ce jour, effectivement, l'Occitanie s'est distinguée parce qu'elle a déjà, depuis quelques années, déjà des studios de tournage. Il y a un bel exemple là, qui s'est développé sur Toulouse avec le Grand 7, qui a une cabine spécifique, qui développe un outil très spécifique, en plus de son plateau de tournage, qui a une cabine d'avion, dans laquelle on peut tourner toutes les séquences d'avion qu'on veut, qui est tout à fait modulable. Il y a, que vous connaissez le plus proche de nous, ici, physiquement, les studios de set menés par le groupe Newen, qui servent exclusivement au tournage de la série Demain nous appartient. Et dans cette même lignée des quotidiennes, France Télévisions a développé un très bel outil sur une surface de 18 000 m² de plusieurs plateaux. Maintenant, ils en sont à 4 plateaux, de mémoire, oui, c'est 4 plateaux qui sont installés donc, sur le site de Vendargue. Voilà. Une partie de ces plateaux sont dédiés aux séries quotidiennes, à la série quotidienne Ainsi Grand Soleil, et maintenant, deux plateaux supplémentaires sont ouverts à la location à des productions extérieures. Voilà. Donc, dans ce contexte, par rapport au paysage, effectivement, je reviens à l'appel à projet de France 2030, la grande fabrique de l'image du CNC, qui se clôture la fin octobre. Nous avons donc 2 candidats importants, porteurs de projets pour ces studios, qui sont d'un côté le groupe France Télévisions, de l'autre côté le PIC Studio, dont nous allons en parler un peu plus. S'ajoute à cela une douzaine, environ 12 ou 13 candidats supplémentaires qui viennent compléter cette offre, à la fois dans le champ de la formation, à la fois dans le champ du jeu vidéo, de l'animation et des studios numériques. Voilà, en résumé. Merci Marin pour cette recontextualisation nécessaire et aussi pour apporter ce petit lien hypertexte, si je puis dire, Alain, quand vous avez dit effectivement ce déficit des studios, c'était important de pouvoir le signifier ainsi. Alors je me suis rendu compte il y a quelques jours qu'il y a un site qui est en ligne maintenant de PIC Studio. Donc on a pu voir ça. Et là aussi, Sébastien, si tu veux bien, Alain a fait une introduction un peu globale. Est-ce que tu veux bien... Est-ce que tu veux bien faire ces focus peut-être sur ces 3 lieux et grâce à quelques visuels que vous avez eu la gentillesse de partager, qu'on va pouvoir projeter, peut-être développer un petit peu? Avec plaisir, mais juste avant de faire ces focus, moi je voulais avoir un petit mot, parce que j'ai vu qu'il y avait Sophie qui est là-bas, Sophie Ménanto. Je voulais avoir un petit mot pour les institutions locales, toutes celles qui nous entourent, que ce soit la métropole de Montpellier, la Glopole de Sète, la Comcom du Pic Saint-Loup et puis l'étang de l'Or, qui est pour moi ce grand Montpellier. C'est un grand territoire au sens large, et moi en tant que technicien, je fais sauter un petit peu les frontières administratives parce que c'est le territoire de jeu de plein de gens ici pour fabriquer du contenu. Et si on n'avait pas eu le soutien de tous ces territoires, je pense qu'il n'y aurait pas de PIC Studio aujourd'hui, il n'y aurait pas de Newen, il n'y aurait pas de France TV à Vendargue, il n'y aurait peut-être pas de Cinémen non plus. Donc c'est chouette qu'on ait des politiques derrière nous, que ce soit Madame Delga là-haut ou plus bas les présidents de la Fosse, Coben, etc., qui soient à nos côtés et puis qui nous soutiennent pour que notre filière se développe sur notre territoire. Alors effectivement, ce qu'on voit là, c'est simplement les plaquettes qu'on a mis en ligne. C'est en gros la programmation de PIC Studio. C'est qu'est-ce qu'on va faire à Saint-Gély, Fabrègues et Pérols. Ce qu'on met en place, c'est un petit peu une étape 2, comme l'Occitanie s'est upgradée en passant de Languedoc-Roussillon à Occitanie.
je pense qu'il y a eu une première phase dans le développement de la filière sur les 10-15 dernières années où grâce au travail collectif et collégial, on a réussi à atteindre un plateau sur tout ce qui est audiovisuel et télévisuel. Donc ce plateau-là, il est très fort. On constate, nous qui travaillons au niveau national et international, avec tous les échanges que l'on a, que cet écosystème, il est identifié maintenant, au moins en France, mais voire un peu plus. Le Grand Montpellier est clairement identifié et il faut conforter la position qu'on a, cette fameuse position qui est discutable de deuxième région de France. Il faut déjà la renforcer, la conforter sur la partie télévisuelle, audiovisuelle. Donc c'est pour ça, c'est merveilleux si France TV se développe un peu plus ici. Et passer à une phase 2 qui est, alors c'est un peu péjoratif de dire upgrader, ça sous-entend qu'avant c'était pas bien, c'est pas du tout le cas, mais de passer maintenant à un volet beaucoup plus international. Et de pouvoir accueillir enfin les gens qui ont envie de venir travailler chez nous en France et si faire se peut qu'ils viennent travailler chez nous en Occitanie. Voilà. Donc ce qu'on voit là, que je n'arrive pas à voir, c'est la programmation, c'est le Saint-Gély-du-Fesque, donc qu'on appelle nous dans la bande le vaisseau amiral, parce que c'est vrai que c'est le vaisseau amiral, le Pic Studio, voilà. C'est celui qui va regrouper le plus d'éléments. C'est un outil qu'on a mis beaucoup de temps à créer et à calibrer parce que c'était pas évident de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites, il y a des erreurs qui ont été faites, il y a des choses obsolètes qui existent. Et se projeter en disant qu'est-ce qu'il faut pour 2025, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué de savoir qu'est-ce qu'il faut pour 2030, 35, etc. Donc il a fallu faire tout un travail d'aller à la rencontre de fabricants de films divers et variés. Donc évidemment beaucoup de gens de plateformes, mais pas que. Et de questionner un petit peu à travers le monde qu'est-ce que seraient les studios de demain. Donc les studios de demain, c'est ce que vous voyez là sur l'écran, c'est des surfaces dites moyennes. Alors moyenne, ça veut dire entre 1200 et 1700 mètres carrés. Donc c'est déjà des grosses surfaces, et en France on dirait que c'est des grandes surfaces, mais pour l'international ce sont des surfaces moyennes. Ça va devenir un standard sur les 10-15 prochaines années, ça sera ça, entre 1200 et 1700 mètres carrés, avec des hauteurs utiles qui permettent quand même de faire des élévations de décor, d'être au minimum à 8-10 mètres utiles. Nous, on va grimper un peu plus d'ailleurs sur le 3000 mètres carrés. Voilà. Et l'autre truc qui est demandé pour l'outil de demain, c'est d'avoir ce qu'on appelle le one shop, one stop, one shop. C'est un endroit où on trouve à peu près tout. Alors c'est une réflexion qu'on avait eue avec Alain en 2019. On s'était dit, ça serait bien de créer un site où presque on puisse s'enfermer dedans et on ressort 6 mois plus tard, le film est tourné, monté, étalonné, etc. Bon, c'était un peu utopique de penser ça, mais c'est une réflexion qui nous a été validée un petit peu par la Covid, parce qu'effectivement, le Covid arrivant, ça confirmait que c'était plutôt une bonne chose de créer un écosystème où on retrouve un maximum de choses, depuis la formation jusqu'à la délivrance du film. Alors la formation, j'ai vu qu'il y a le plateau qui est là, une école qui nous accompagne dans cette aventure. Donc depuis Conflorent qui sont là aussi. Voilà, depuis la formation des talents jusqu'à la livraison d'un film, en essayant de trouver un petit peu tous les maillons de la chaîne de fabrication d'un film, et également de rapatrier des maillons qui sont pour le moment des maillons sur lesquels il y a un petit peu des cloisons. Je pense aux jeux vidéo, à l'animation, tous ces secteurs d'activité qui sont un petit peu parallèles, mais tout ça c'est en train de converger. Et évidemment, en 2025-2030, les gens du jeu vidéo feront des tournages plus live, et vice-versa, etc. Il y aura une convergence des outils, des technologies, de toutes ces choses-là. Donc Pic Studio, c'est ça, c'est un micro-écosystème. Alors on a fait tout un travail avec Marin, il y a, je ne sais plus quand, il y a un petit moment, d'identifier l'écosystème local existant sur ce fameux Grand Montpellier, pour voir sur qui on pouvait s'appuyer. Ce qu'on ne voulait pas, c'était déstructurer un truc qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Parce que la petite pépite qui est sur le Grand Montpellier, elle est bien, mais elle reste fragile. Donc il fallait qu'on y prenne garde. Et on a fait gaffe de ne pas rapatrier des choses et de doubler, je ne sais pas comment on dit, des choses qui seraient déjà présentes sur le territoire. Voilà. Enfin, le
dernière chose qu'il faut dire sur Pic Studio, la particularité, c'est qu'on ne réhabilite pas un site. On crée un site à partir d'une page blanche. Alors le truc un peu emmerdant quand on part d'une page blanche, c'est que si on fait une erreur, on ne pourra pas dire que c'était parce qu'elle était là avant. C'est forcément nous qui l'aurons fait, donc ça met un petit peu la pression. Mais par contre, ça nous permet de créer un site qui ne soit pas le meilleur site en 2025, ni en 2030, mais plutôt jusqu'en 2040, 2045. Benoît, qui est là, qui nous a rejoint, nous a permis de créer un outil qui sera un standard, je ne sais pas en quelle année, mais voilà, en tout cas... Hein 2024. 2024, merci Benoît. Ouais. Non, c'est un outil qu'on développe pour des générations. Alain, qui travaille toujours sur du temps très long. Quand il fait des vignes, il ne fait pas ça en 5 minutes. Et Pic Studio, c'est pareil. On ne la fait pas en 5 minutes, mais ce n'est pas pour une durée de vie de 5 minutes non plus. Ça doit durer dans le temps. Est-ce que j'avance sur Fabreg et Pérol ? Vous voulez apporter des petits compléments ? Alors, sur Fabreg est vraiment la complémentarité de Saint-Gély. Autant Saint-Gély est un site, comment on va dire prestigieux, je ne sais pas trop comment qualifier, remarquable, merci Véro. Un site remarquable parce qu'on est dans un environnement qui est assez surprenant. C'est vrai, quand on parle studio de tournage, on pense souvent zone industrielle et endroits un petit peu sordides de banlieue. Je ne parle pas de Vendargue. Hein. S'il y a des gens de Vendargue, je ne parle pas d'eux. Et là, on a décidé de jouer l'inverse. On s'est dit, il y aura aussi c'est un atout qu'on doit jouer. Nous, l'Occitanie, on n'est pas une banlieue parisienne. On sait que les gens voudront venir tourner ici parce qu'on est compétents tous, parce qu'il fait beau, et puis parce qu'il y a une qualité de vie qu'on a tous envie de vivre. Donc c'est un atout qu'on met là. Donc on crée un site qui n'est pas du tout une zone industrielle, au contraire, qui est un truc où on sait qu'il y a des gens qui veulent venir s'enfermer pendant 6 mois ici, aussi parce que c'est sympa. L'outil sera performant, technique, pertinent, mais la qualité de travail, d'environnement, etc., ne va pas du tout être laissée de côté, au contraire. Fabreg, lui, c'est un peu l'inverse. Comme disait Alain, c'est une dalle de béton au milieu de nulle part, mais qui a le mérite d'exister. Ça nous évite, ça nous permet d'avoir un endroit où on peut faire des trucs qu'on ne fera pas à Saint-Gély. Comme il disait, on ne va pas faire péter des voitures à Saint-Gély. Par contre, à Fabreg, c'est une meilleure candidate Fabreg pour faire des dérapages de voitures. Voilà. Quelques séquences de Balles perdues 3 peut-être. Balles perdues 2 sera projetée. C'est Balles perdues prévu. 4. Pérol aussi. Quelques petits liens hypertextes peut-être sur ces termes. Alain a tout dit. C'est vrai que Pérol est de l'hôtellerie de plein air premium, je ne sais pas comment ça se qualifie exactement, mais de l'hôtellerie de plein air avec une vocation pour le travail. Qui va permettre d'héberger des équipes de tournage, mais pas que. C'est vrai que c'est pour la culture au sens large, ça peut être de la résidence d'écriture, etc. etc. J'ai un truc que je n'ai pas dit, tous ces sites seront connectés par la fibre noire en réseau, ce qui peut permettre aussi d'avoir des zones de montage sur Pérol. C'est-à-dire que les gens puissent presque faire du montage au bord de la piscine, ça peut être sympa, sans avoir à se déplacer sur les sites de fabrication même. Voilà, donc, Alors, il y aura certainement, alors s'il y en a dès maintenant, je vous en prie, s'il y a des remarques, des questions, allez-y, c'est pas sous forme de conférence universitaire magistrale durant laquelle vous ne pouvez pas prendre la parole, donc faites-le dès que vous le souhaitez. Oui, Julien. De quelle manière ces 3 sites seront ouverts au public ? Parce que vous parlez par exemple d'un cinéma en plein air. Est-ce que ce sera le cas ? En un premier temps, non. C'est un outil industriel. C'est un outil industriel complètement ouvert. Il n'est pas dédié à des faiseurs particuliers. Il est ouvert à tous et à chacun, qui a été pensé pour l'international, mais pour le national aussi, pour le domestique. On avait réfléchi à une époque, notamment sur Saint-Gély, à faire aussi, pouvoir accueillir du tourisme. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Dans nos priorités, d'abord, il faut faire l'outil, il faut qu'il fonctionne. On verra ensuite si on peut l'ouvrir à du tourisme. Véronique, ce projet, pour quel public imaginez ? Pour quel projet ? Qui viendrait tourner ?
tout le monde. On n'a aucune espèce de velléité de choisir. Au contraire, on est un centre, entre guillemets, d'accueil de l'ensemble des productions, qu'elles soient nationales ou internationales. Effectivement, comme l'a dit Marin, il y a une volonté de pouvoir accueillir sur notre sol de l'Occitanie beaucoup plus de productions internationales. C'est une vocation effectivement importante, mais on ne s'interdit absolument pas de recevoir des productions nationales, que ce soit des films, des séries ou toute autre production de l'animation. Notre objectif, notre souhait, c'est d'être un carrefour et d'être transversal, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des forces vives de la région, de l'ensemble des professionnels qui sont sur place, de pouvoir créer quelque part ils vont se moquer de moi, des synergies avec l'ensemble des professionnels. Comme l'a dit très bien Sébastien, on a atteint pas forcément un plateau, mais au contraire, l'objectif, c'est de le renforcer, de dynamiser encore plus ce secteur et de pouvoir être visible et de pouvoir répondre à toutes les demandes des professionnels des productions internationales qui, on le sait, sont parfois un peu plus tatillonnes, même si les professionnels français le sont aussi et les producteurs français le sont aussi. Mais c'est de pouvoir, quelque part, répondre à n'importe quelle demande en s'appuyant sur l'ensemble du tissu économique existant et à venir, parce qu'on pense qu'il y a moyen aussi de pouvoir accueillir d'autres personnes, d'autres techniciens dans notre belle région. Ça nous paraît important de pouvoir être vraiment un véhicule ouvert, dynamique et accessible à toutes les productions du monde entier. Et Véronique et Sébastien, vous avez fait référence aussi à l'instant rapidement à l'écosystème et le fait de toutes ces rencontres et réunions que vous avez eues avec des associations, avec des professionnels. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit mot? Donc là, à l'image, on a quelques sociétés de production en région. La liste n'est pas exhaustive, je le précise, mais vous en avez rencontré quelques-unes, ainsi que des associations de professionnels, je l'ai dit, mais aussi des organismes de formation. Peut-être, est-ce que vous voulez un peu développer l'une ou l'autre? Oui, on peut aussi développer effectivement la partie dont on n'a pas forcément véritablement développé le point, qui est la partie campus, parce qu'on pense que c'est important. Ce sont des filières que les jeunes n'ont peut-être pas forcément une connaissance précise, et il nous paraissait important de pouvoir permettre aux jeunes générations d'accéder à un campus de formation entre guillemets dédié à ce secteur et à cette industrie, pour pouvoir et là aussi faire des passerelles, puisque le campus sera logé sur le site de Saint-Gély à côté des studios, de pouvoir générer des stages, de pouvoir concrètement en fait toucher du doigt la réalité de leur formation, de pouvoir créer des talents et permettre, on l'espère, qu'ils restent et pas qu'ils s'exportent, puisqu'on sait qu'on est une terre de savoir-faire de ce point de vue-là, et on a des talents exceptionnels à tout niveau de la production, de la post-production, de l'écriture et des jeux vidéo, de l'animation. Et c'est important pour nous, patrimonialement, entre guillemets, de pouvoir se dire qu'on est là aussi pour apporter une pierre à l'édifice des futures générations de demain dans ce secteur, et de pouvoir faire continuer de grandir l'Occitanie par rapport à ce savoir-faire. J'ai dit rapidement en introduction les étapes déjà franchies et les étapes à venir. Alors moi, d'un coup de télécommande, on peut passer d'un dessin, d'un croquis à des simulations de lieux, mais malgré tout, pour vous, quelles sont les prochaines étapes à franchir? Où en êtes-vous précisément pour passer d'un croquis comme celui-ci à cette modélisation et ce vœu presque incarné à l'image? Alain sur la partie. C'est des étapes immobilières, ça. Ce sont des étapes immobilières, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des autorisations, un permis de construire, et un permis pour Saint-Gély, un permis d'aménager pour les lodges de Pérol.
C'est en cours. On devrait les avoir dans les mois qui viennent et on enchaîne immédiatement sur la construction. Objectif de livraison, premier semestre 2025 de l'ensemble des sites. Je voudrais préciser, je voudrais remercier l'ensemble des personnes avec qui on a discuté depuis 3 ans. Moi, ça fait 30 ans que je crée des entreprises et je fais des programmes immobiliers. En règle générale, on m'envoie des tomates quand je suis à la place où je suis. Même là, des réunions publiques de concertation à Saint-Gély, on nous a applaudi. On a vraiment le sentiment que les planètes sont toutes alignées, que ce projet, qui est une brique du mur que vous construisez vous depuis une dizaine d'années dans la région, on rajoute une brique qui est une brique importante parce que je pense qu'elle va nous permettre d'être plus lisibles à l'échelle de l'Hexagone, mais au-delà. Et la bienveillance que vous avez tous manifestée à notre endroit fait chaud au cœur et nous a donné beaucoup de courage pour continuer. Nous déposons le dossier France 2030 parce que l'appel à projet a existé alors même que nous avions démarré. On n'a pas attendu France 2030 pour initier notre réflexion et notre projet. C'est important pour moi de vous le dire. Nous sommes indépendants, ce qui est une garantie d'ouverture du projet PIC Studio et de l'outil PIC Studio à l'ensemble des projets que vous pouvez développer. L'ensemble des élus du territoire nous ont effectivement soutenus, nous ont apporté la bienveillance et j'espère le lobbying qui sera nécessaire pour que dans le cadre du projet France 2030, nous soyons bien dotés pour ne pas être pénalisés vis-à-vis des autres régions de France. Nous avons la chance d'être sur un territoire où les institutions, avec vous, avaient développé un écosystème qui est brillant, qui nous permet aujourd'hui d'être une région, une sous-région Occitanie, un Grand Montpellier principalement, qui a une force dans ces métiers très importante. Il faut qu'on garde qu'on continue à être sur le podium, et pour ça on a besoin de tous. Alors je tire la couverture à moi, ne vous en soyez pas offusqués. On a mis en ligne le site. Il est important, si vous pouvez, que vous nous rejoigniez sur le site, que vous nous soutenez, parce que dans le cadre de France 2030, nous et tous ceux qui déposons des dossiers dans le cadre de France 2030, parce que c'est aussi comme ça qu'on assurera collectivement l'avenir de ce territoire vis-à-vis de la région de Marseille qui est extrêmement prégnante et de la région parisienne qui est ce qu'elle est, on sait ce qu'elle est. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Résultat de l'appel à projet, favorable ou défavorable pour vous, ça va changer quoi pour votre projet? Ça peut changer beaucoup, parce qu'on est dans un univers concurrentiel. Il s'agit que tout le monde soit doté à peu près de la même manière pour que les équilibres entre les uns et les autres, qu'il n'y ait pas de dumping à notre désavantage. Donc c'est en ce sens que c'est important pour nos territoires. Si les millions qui sont aujourd'hui évoqués sont dirigés sur l'Île-de-France, sur Nice et sur Marseille et pas sur Montpellier, on a des cailloux en plus dans le sac à dos. Hein. Votre projet pourrait ne pas se faire si l'issue est défavorable? Je dis pas ça, mais je dis que collectivement, on est moins bien. D'autres précisions, d'autres questions? Yann? Oui, je suis technicien de cinéma depuis un certain nombre d'années, en fin de carrière, et je me préoccupe beaucoup de formation. Prends le micro si vous êtes juste à côté. Merci. Oui. Yann Arlot, éminent chef décorateur. Ouais, c'est bon? On peut appuyer sur quelque chose? Non, ça marche? C'est bon. Donc je me préoccupe de la formation. Un des atouts pour que la région, dans le cadre de France 2030, puisse décrocher ce qu'il faut pour mener à bien ce formidable outil de cinéma, c'est d'avoir des techniciens. Une des grandes raisons du développement de l'audiovisuel dans notre région depuis 10 ans, c'est le nombre de techniciens et de nouveaux techniciens. Mais on est arrivé à l'heure actuelle
avec énormément de tournage sur place. Et quand un film arrive, le film de Scott Frank, par exemple, qui se tourne en ce moment à Sauve et qui s'est tourné à Pézenas, est arrivé avec un manque, avec une nécessité d'importer, entre guillemets, des techniciens parisiens, parce que c'est le plein emploi en région. Donc on peut s'en réjouir, bien sûr. Et le film qui se tourne à Vias est encore plus en difficulté, puisqu'il y a vraiment, entre l'énorme machine des diverses quotidiennes qui phagocytent beaucoup de techniciens et les quelques tournages de séries ou de longs métrages, plus personne n'est disponible. Donc on est très vite saturé en main-d'œuvre sur la région. J'entendais madame parler d'un... Alors vous m'excuserez, je suis arrivé en retard, j'ai peut-être loupé quelque chose de fondamental dans la première demi-heure des exposés, mais j'entendais madame parler d'un campus et de formation. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu en amont pour augmenter le nombre de techniciens? Parce que, et j'en ai fini après, les quelques formations qui ont lieu actuellement s'appuient énormément sur France Télévisions, qui permettent à tous nos stagiaires ou nos élèves de faire des stages de télévision et tout. Mais c'est une formation pour les quotidiennes, et c'est bien normal. Hein, le France Télévisions fait tourner énormément l'industrie, l'audiovisuel dans la région, mais avec un mode de production qui n'est pas celui d'un long métrage classique, ou encore moins d'un court métrage international qui pourrait venir en France. Donc ces techniciens sont formés très rapidement et ils répondent à un besoin qui est le besoin de France Télévisions. Et la difficulté que rencontrent les équipes de tournage qui arrivent, c'est qu'ils prennent des gens qui ont été formés en région et qui n'ont comme expérience que les quotidiennes et qui ne peuvent pas remplir leur poste sur une production de long métrage. Donc je voulais savoir comment allaient s'organiser les choses dans l'avenir à ce propos. On monte une école à Bouzigues, rue du Four. Très bien, parfait. Merci Yann. Non, effectivement, on en a parlé avant. Effectivement, on crée un campus sur Saint-Gély avec plusieurs écoles. Donc il y a le plateau, mais c'est l'acting, c'est pas des techniciens, mais c'est précieux d'avoir ce genre de formation. Artefix qui monte l'école 24, donc une école de techniciens. D'autres écoles que je ne peux pas citer encore, vous m'en excuserez, mais effectivement l'idée c'est de former plus de techniciens et aussi de peut-être reformer des techniciens déjà existants. Alors c'est pas très sympa ce que je veux dire, mais c'est vrai que c'est pas pareil de travailler sur une quotidienne ou sur un gros long métrage français, et encore moins, comme tu disais, sur un Scott Frank ou un film Alors je vous fais une confidence, on a un premier film qui est signé à Pix Studio, alors que le site n'existe pas encore, mais c'est un film exclusivement en langue anglaise, pardon. Donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir des gens qui sont aptes à travailler à parler en anglais, travailler en anglais, avoir les codes, avoir aussi peut-être un comportement autre que le comportement français qui des fois était très bien, mais des fois moins bien. Voilà. Donc il y a tout un travail sur la formation effectivement qui est enclenché et qui voilà, on a 2 ans, 3 ans en gros pour former beaucoup plus de personnes pour pouvoir absorber tout ça. Ok, merci. Je pourrais rajouter peut-être. Moi, je travaille beaucoup à Londres, en fait, parce que je suis expert pour la British Film Commission et pour Film London. Et en fait, à la suite du Covid, il y a eu beaucoup de techniciens qui ont quitté l'industrie. Et donc, en Angleterre, en fait, il y a un déficit chronique aussi de techniciens. Donc, c'est pas typique à la région. C'est vraiment un phénomène global. Et comme l'a dit Sébastien, l'appariement avec les écoles de formation va permettre à Pix Studio, mais aussi à l'ensemble de l'écosystème, de se doter d'un volume de techniciens suffisant. En termes de formation, nous apporterons notre pierre à l'édifice, mais nous ne résoudrons pas tous les problèmes. Non, donc, bien sûr. Il y a les institutions que sont la région, la métropole de Montpellier sont sur le sujet, je crois, quotidiennement, pour arriver à développer également des formations qui viendront compléter ce qui se fait par ailleurs. Ok, merci. Et pour rebondir aussi, si on fait des projections de doublement de production d'ici 2030, mathématiquement, il faut effectivement qu'il y ait un gros travail au niveau de la formation pour séduire les nouvelles générations, parce que
si on multiplie les productions, je ne vois pas comment aujourd'hui, à part cloner les techniciens, on peut dupliquer les techniciens. Donc il y a vraiment aussi un travail d'identification en termes éducatifs pour justement promouvoir ces filières aussi. On ne peut faire ça qu'ensemble et pas chacun de son côté. PIC Studio ne sera pas ouvert aux touristes immédiatement. C'est vous, monsieur, qui me posiez la question. En revanche, PIC Studio sera parfaitement ouvert aux écoles. On pourra ouvrir aux journées du patrimoine. Je vous en prie. Tim Endler, Virginie Guillemino. Merci. Oui, je voulais vous demander si l'université Paul Valéry faisait partie des formations partenaires du projet PIC Studio, la formation publique. Il y a de très... La réponse est oui. L'université s'est positionnée. Alors après, on ne sait pas encore, ni eux ni nous, qu'est-ce qui sera mis en place. Mais il y a quelque chose dans les tuyaux, effectivement, avec Paul Valéry. Et l'IAE également, qui sera aussi présent qui sera présent sur site. Tim, je t'en prie. Oui, bonjour, Tim Mentler, je suis superviseur VFX. Concernant les projections, je me pose pour 2030, je pose la question, est-ce que vous avez des projections par rapport aux crédits d'impôt qui sont accordés dans la région? Parce que quand je vois qu'à Malte, c'est à 40%, c'est des facteurs importants pour attirer des productions étrangères. Donc, est-ce que vous avez des projections par rapport et aux nouvelles technologies et au recueil des tournages, les crédits d'impôt dans la région et en France, comment ils se situent? Merci. C'est une très bonne question, effectivement. Il y a un gros travail collectif qui doit être fait, que ce soit au niveau national et au niveau régional, je me tourne vers Marin, pour effectivement séduire les productions pour venir d'un en France, et 2 en région, et 3 en Occitanie. Donc il y a effectivement un travail à fournir d'ici 2030 pour séduire les productions internationales, faire un vrai travail de pédagogie sur le crédit d'impôt international, parce que certains producteurs, pour avoir pratiqué la France, peuvent un petit peu le maîtriser, mais pas forcément tous, pour montrer que même si nos charges sociales sont peut-être plus conséquentes que dans d'autres pays, tout mis bout à bout, on est peut-être plus séduisant en termes de prix moyen à la semaine qu'un studio anglo-saxon ou qu'un pays comme l'Angleterre. Donc on a tout un tas d'atouts à mettre en avant pour séduire les productions nationales pour venir tourner en Occitanie, et 2, les productions internationales, effectivement avec des réflexions peut-être à mener, mais là on ne peut pas le faire seul, c'est vraiment un travail collectif, que ce soit avec le CNC ou l'Occitanie, pour effectivement séduire, parce que demain, une production internationale ou un Amazon ou un Netflix ou un Warner ou autre qui voudra venir tourner en France, il faudra le séduire pour qu'il vienne en France, et 2, il faudra le séduire pour qu'il vienne en Occitanie. Benoît, Pardon, ça répond pas à ma question. Sur le crédit d'impôt national, nous sommes citoyens au même titre que vous, donc là c'est un lobbying qu'on a à faire pour maintenir le niveau. Moi, je peux répondre. Ouais, 40%. Je peux répondre en fait parce que je suis au CNC aussi. Enfin, je travaille longtemps au CNC. En fait, ils font beaucoup de lobbying. Le CNC fait beaucoup de lobbying auprès de l'Assemblée nationale pour justement pour maintenir et pour encore améliorer le crédit d'impôt. Donc, c'est vraiment une préoccupation continue d'élargir l'assiette des dépenses et d'augmenter le plafond. Donc c'est essentiellement le CNC qui s'en occupe, mais vraiment ils ont bien conscience que c'est essentiel. Et chaque fois qu'il y a un tournage international qui aurait dû venir en France et qui vient en Angleterre, franchement ils le vivent très très mal. Je peux donner un exemple. Napoléon va se tourner en Angleterre et pas en France à cause du problème de crédit d'impôt. Donc ça a fait très mal au CNC, ça. Donc non, ils sont extrêmement motivés.
vraiment, ils ont compris que c'était un enjeu majeur, comme en Angleterre avec le tax relief. C'est grâce à ça qu'ils attirent l'inward investment des États-Unis. Et donc, non, la France va se battre pour ça, le CNC en premier. Gardez le micro, Benoît. Ah, ok. Partagez, si vous voulez bien, et décrivez-nous les principales réflexions qui sont les vôtres aujourd'hui pour que ce projet intègre aussi une dimension éco-responsable. Et si vous voulez bien, avant que vous le fassiez, juste pour identifier qui est qui, on a salué la présence de Sophie Menanteau pour la métropole Montpellier, Marc Latané, Marie Chaplet, conseillère cinéma à la DRAC, ministère de la Culture sur le site de Toulouse et Montpellier, et Benoît Caron, en charge des industries créatives, cinéma et livres à la région Occitanie. Donc c'est toujours précieux aussi de pouvoir échanger, d'identifier les personnes, de voir des visages, parfois sur des mails que vous pouvez envoyer ou recevoir. Benoît, à l'image, on a plusieurs visuels que vous avez déjà utilisés, donc vous pouvez oui, à Cannes, commenter. Pour le CNC, absolument. Pour présenter l'appel à projet. Alors, je voudrais peut-être juste commencer à dire pourquoi j'ai décidé de travailler avec PIC Studio. Moi, je suis un vieux de la vieille de l'éco-responsabilité dans l'audiovisuel, donc depuis 2009. Donc pendant très longtemps c'était le désert des Tartares, il n'y avait vraiment rien du tout, et depuis 2018 il y a eu une énorme accélération, que ce soit en Europe, l'Angleterre c'était déjà, et donc je travaille pour beaucoup d'institutions en France, en Angleterre et en Europe, ainsi que pour pas mal d'entreprises. Je travaille pour Neoen d'ailleurs. Lorsque le CNC, je faisais partie de la commission choc de modernisation, et lorsque le CNC m'a demandé de faire cette présentation à Cannes pour France 2030, j'ai reçu pas mal de demandes de studios pour travailler avec eux. Et donc j'ai décidé de travailler avec PIC Studio parce que j'ai rencontré Alain, j'ai rencontré Sébastien, Jacques et tout, et j'ai senti qu'il y avait une véritable volonté de diminuer l'impact de notre industrie, parce que pour moi, ce qui compte, c'est qu'on puisse tourner des films qui soient le moins impactants possible pour l'environnement, et de faire toujours mieux. Voilà, c'est ça qui compte pour moi. Et j'ai senti que c'était possible. Donc je suis allé à PIC Studio, et j'aurais pu travailler pour d'autres studios, mais non, j'ai décidé d'aller à PIC parce que j'ai senti qu'il y avait une fenêtre d'opportunité. C'est très rare qu'il y ait des nouveaux studios qui soient construits, et donc c'est beaucoup plus simple de parfaire un outil, de concevoir un outil pour qu'il soit bas carbone et bas impact from scratch, plutôt que d'essayer de rénover. Ça marche pas très bien. Alors, donc ça, c'est un slide qui est issu de ma présentation au CNC, où en fait, j'ai essayé de présenter aux professionnels de notre industrie pourquoi c'était important d'essayer de décarboner notre industrie. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, à moins que vous ayez été en hibernation depuis 20 ans, vous savez qu'il y a on est dans une situation extrêmement critique au niveau de l'environnement, extrêmement critique. Voilà, il faut absolument réduire les impacts. Donc en fait, les risques que font peser l'environnement sur notre industrie, bien sûr, c'est les effets du réchauffement climatique. Donc par exemple, en Angleterre, en Irlande du Nord, il y a eu un boom des studios depuis 2011. Ils ont créé une grande stratégie pour développer les stage space en Irlande du Nord, surtout parce qu'il y a eu Games of Thrones qui était là-bas. Et donc, ils ont construit un studio qui s'appelle Belfast Harbour Studios, qui est dans le port de Belfast. Et donc, ça, il a été construit en 2017. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des nouvelles modélisations de la NASA sur la montée des niveaux des océans. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à partir de 2030, le studio sera inondé chaque année. Chaque année, le studio sera inondé. Donc en fait, il y a un véritablement besoin que notre industrie, notre infrastructure, elle s'adapte à l'enjeu environnemental. Et c'est ce que va faire PIC Studio. Donc il y a les problèmes du réchauffement climatique, il y a des problèmes de coûts d'assurance, parce que dites-vous bien qu'en fait, ceux qui poussent le plus pour qu'il y ait une adaptation aux enjeux environnementaux, ce sont les assureurs. Parce que en fait, la hausse des dommages est exponentielle. Donc, si tous les appareils industriels ne s'adaptent pas, en fait, il n'y aura plus d'assurance. Et sans assurance, aucun business ne marche. Donc ensuite, il y a une pénurie de ressources, c'est-à-dire qu'on consomme toujours plus de ressources, en fait, et on ne les renouvelle pas.
Donc entre 1970 et 2017, c'était les chiffres de l'ONU, on a augmenté notre consommation de ressources par 5. Voilà. Et ça, c'est pas durable sur le long terme. Ensuite, il y a des problèmes, des disruptions de chaînes d'approvisionnement. Tout à l'heure, on parlait des panneaux LED, mais les panneaux LED, ils sont fabriqués à Shenzhen, en Chine, et ils ont été bloqués pendant très très longtemps. Et ensuite, bon, vous savez très bien, il y a le coût de l'énergie. Par exemple, en Belgique, en 2022, le kilowattheure, il a été multiplié par 3. Et nous aussi, ça va arriver. Donc, en fait, le but, c'est que vraiment, il faut arriver à adapter notre outil industriel pour qu'on ait une conformité réglementaire, pour qu'on diminue les coûts d'exploitation, pour qu'on apporte des solutions aux productions et pour être attractif internationalement. Donc, en fait, vous savez que depuis 2020, en fait, il y a Netflix ainsi que beaucoup de diffuseurs et de plateformes de SVOD, ils se sont engagés à la net zero carbone. Ça veut dire qu'ils vont toucher la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone, c'est quoi? C'est que lorsqu'on n'émet pas plus de carbone, que les puits de carbone naturels soient capables d'en absorber. Alors, Netflix fait ça. Donc si on fait un petit calcul, en fait, on se rend compte que Netflix, ils vont être obligés de réduire leurs émissions annuelles uniquement sur la partie fabrication de contenu de plus de 271 000 tonnes de CO2 par an. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que c'est 271 000 tonnes de carbone. C'est environ la carbone footprint de 50 000 personnes. Donc c'est énorme. Alors, vous allez me dire, ils vont planter des arbres et tout, oui, ça va s'arranger. Ben non, en fait, parce qu'un arbre, il est capable d'absorber 100 kg de CO2, mais au bout de 4 ans après avoir été planté. Donc ils vont être obligés de planter chaque année plus de 2 millions d'arbres. Donc ce n'est pas possible. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des exigences toujours plus importantes sur la décarbonation en fait, des productions. Et donc, lorsque Netflix dit qu'ils vont réduire leur empreinte de 40% d'ici 2030, ça veut dire que les productions vont devoir se décarboner à hauteur de 45%. D'où l'intérêt de monter un studio qui soit bas carbone, parce que ça va correspondre à un besoin croissant pour l'industrie. Donc pour ce faire, nous à Peak Studio, ce qui a été vraiment génial et que j'ai vu nulle part, c'est qu'on a pu développer en co-construction une conception du studio avec le bureau d'études, les architectes et l'aménageur pour arriver à trouver à la fois des solutions qui soient bas carbone et efficientes et performantes au niveau technique. Donc ça, c'est vraiment une première mondiale. Bon, je ne connais pas les studios en Chine, il faudrait que j'aille regarder, mais je connais ceux des États-Unis, de l'Europe et d'Angleterre, et non, ça ne s'est jamais arrivé. Donc voilà, donc c'est vraiment une première. Et en fait, c'est un peu comme quand, là, actuellement, vous avez une voiture thermique qui consomme de l'essence, donc qui pollue, qui émet du CO2 et d'autres polluants atmosphériques. Et vous dites, peut-être que je vais acheter une voiture électrique parce que déjà, je pourrais la recharger, je pourrais la faire marcher et en plus, ça ne va pas polluer. Eh bien, pour Peak Studio, c'est pareil. C'est-à-dire, on crée un studio qui soit adapté aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux de notre siècle, qui sont le plus grand défi que l'humanité ait jamais affronté. Donc voilà pourquoi je fais partie du projet Peak Studio. Voilà. Et est-ce que, gardez le micro parce que vous pouvez peut-être compléter, alors peut-être aussi sur l'anticipation, les opportunités de transition, si vous voulez compléter là-dessus, ou je peux un tout petit peu avancer. Les opportunités de transition, oui. Alors en fait, c'est qu'il y a une régulation européenne qui est de plus en plus forte. Donc il y a la loi il y a la taxonomie verte européenne, c'est-à-dire que toutes les activités économiques doivent permettre à la fois d'atténuer le réchauffement climatique, de s'adapter au réchauffement climatique, de protéger la biodiversité, de diminuer la pollution, etc. Il y a 6 grands critères. Et donc pour l'instant, c'est uniquement déclaratif, mais de plus en plus, la Commission européenne va demander en fait à ce qu'il y ait un certain nombre de quotas d'activités vertes pour chacune des entreprises, même bien au-delà du cinéma et de l'audiovisuel, pour l'ensemble des secteurs d'activité. Alors ça, c'est un visuel que j'avais fait pour le CNC, mais en fait que j'avais fait pour une étude pour la British Film Commission. Donc là, j'ai traduit. C'est pour dire qu'en fait, il y a des centaines de solutions qui existent pour tous les espaces dans un studio. Donc cette étude que j'avais fait pour la British Film Commission, qui va bientôt sortir, en fait, voilà, j'ai développé quelles sont
quelles sont les solutions technologiques ou d'organisation ou de comportementales qui vont permettre de diminuer l'impact. Et donc, il y a des centaines de solutions qui existent pour tous les espaces d'un studio. Voilà. C'est tout à votre honneur de recycler également. Hein, oui, voilà. Exact. Des visuels. Le CNC paye très mal, donc voilà, j'avais repris ça. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Donc, c'est que les grands diffuseurs et les plateformes de la SVOD, ils se sont engagés, en fait, à réduire fortement leurs émissions. Donc ça, ces engagements, ça va retomber sur les productions, hein. Parce que, juste pour vous donner à titre d'exemple, Netflix, en 2019, ils sont arrivés à compenser 36 000 tonnes de CO2. Et c'est vraiment énorme, en fait, déjà 36 000, et ils doivent atteindre 271 000. Donc ça va tomber sur les productions, et dans une logique de cascade, ça va tomber sur les studios. Voilà. Alors ça, c'est ce que je vous disais, en fait, que Netflix, ils vont être obligés de planter 2 718 460 arbres par an pour arriver. Et ça, donc ça, c'est tiré d'Albert. Donc Albert, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment l'organisme au niveau mondial qui est une émanation des BAFTA en Grande-Bretagne, donc l'équivalent des Césars. Et depuis 2011, en fait, ils essaient de pusher pour l'éco-responsabilité des productions. Donc chaque année, ils réalisent des milliers de bilans carbone, de carbone footprint de production. Et donc ça, en fait, ce sont les émissions moyennes de production par genre de l'année 2021 qui a été mesurée par Albert. Donc c'est en Grande-Bretagne et c'est uniquement de la télé, d'accord ? Donc la fiction en moyenne, ça fait 50 tonnes de CO2, la comédie 15,8, la série quotidienne comme DNA, ça va faire 14, etc. Et à côté, en vert, donc en bleu, ce que c'est actuellement, et en vert, le niveau carbone qui devra être atteint par ces productions en 2030 s'ils veulent être conformes à l'engagement de Netflix. Voilà. Donc voilà, tout ça, ça justifie, ça légitime un studio qui soit bas carbone et bas impact comme va l'être Peak Studio. Et voilà, donc je suis très content d'avoir participé à ce projet-là et on a déjà réduit énormément le carbone incorporé du studio. Voilà, c'est une grande fierté pour moi, je suis très content de faire ça. Je suis fan de ce garçon. Non, parce que aussi, à la fois par ce que vous dites, et puis en creux, on a une idée, on visualise ce que pourrait être un tournage d'ici quelques années, avec des contraintes qu'on peut à la fois anticiper et d'autres qu'on ignore encore et qui vont, soit qu'on anticipe comme vous le dites, soit qui seront contraintes et qui deviendront aussi des injonctions. Dès 2023, en fait, dans le plan action du CNC, il va y avoir besoin de faire un bilan carbone amont, avant la production, et un bilan carbone ex-post après la production. Donc, on y est déjà, en fait. Voilà, mais il y a quand même un énorme pas entre mesurer et avoir une production qui soit bas carbone. Et nous, c'est l'ambition que nous avons à Peak Studio. Alors, nous avions prévu une rencontre d'1 heure. Cela fait 1 heure que nous sommes ensemble. Il y a eu quelques questions, quelques échanges. La présentation... J'imagine, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et d'autres qui sont en cours, qui sont en réflexion. Mais malgré tout, si certains le souhaitent, ont envie et besoin de précision, je vous en prie. Bonjour, alors moi je suis de Saint-Gély, donc je suis ravie d'un côté de voir qu'il y a quelque chose de très excitant, mais d'un autre côté on vient de parler d'arbres, j'ai vu qu'il y avait des précautions qui avaient été prises. Mais à Saint-Gély, très localement, j'aimerais savoir comment vous mesurez l'impact sur l'environnement, parce qu'il me semble qu'il y a pas mal d'arbres là où ça va être construit déjà, je crois. Enfin, il y a un lien qui passe à côté qui est énorme déjà, avec 4 voies. Et voilà, donc je m'interroge sur les conséquences. Oui, lors des réunions de concertation à Saint-Gély, ce sont des sujets qui ont été abordés aussi. Oui, on a fait des réunions de concertation, puisqu'il y a une légère adaptation du document d'urbanisme qui est le PLU de Saint-Gély-du-Fesc. Les terrains sont constructibles. Ils sont dans une ZAC, ils ont prévu d'être construits depuis 25 ans. On ne les a pas construits parce que nous attendions le projet idoine, qui nous semblait idoine. Malgré ce... bien que nous soyons dans une ZAC, je parle technique de mon métier, on n'était pas tenu forcément de refaire les études.
On s'est attelé à refaire toutes les études environnementales, ce qu'on appelle les 4 saisons, c'est-à-dire qu'il y a des analyses à chacune des saisons avec des écologues qui viennent sur site pour appréhender quelles sont les espèces, etc., qui sont présentes sur site, espèces animales, espèces végétales, pendant les 4 saisons, et on a fait des études d'impact qui ont été envoyées au service de l'État pour instruction. Et nous aurons de la compensation à faire, obligatoirement. Et nous n'intervenons pas sur des sites qui ne sont pas constructibles. Et il y avait 3 mètres de déblais en fait sur la majeure partie du site de Saint-Gély, qui avait été stocké là depuis les années 90 en fait. Et donc ces déblais-là vont être réutilisés dans le cadre du remblaiement en fait des différentes plateformes. Et vous avez raison de poser la question, parce que moi ça a été ce qui m'a fait douter à un moment, c'est justement on va être obligé de d'élaguer un certain nombre d'arbres. Et ce qui a emporté ma décision, c'est qu'il y avait 3 mètres de déblais qui étaient stockés. Donc, c'était des déchets inertes de construction. Donc, voilà, ça a emporté ma décision. Après, il y a un souci aussi qui est lié, en fait, à l'aléa feu de forêt, en fait, qui est extrêmement fort dans la région et donc qui entraîne une OLD, une obligation légale de débroussaillement. Alors, les arbres les plus remarquables seront transposés ailleurs dans le parc des Votes, notamment les oliviers. Mais voilà, on est obligé pour des raisons de sécurité d'espacer un petit peu les boisements entre les arbres. Voilà. Donc là, on ne peut pas faire autrement. Mais s'il n'y avait pas eu tant de déblais, moi je me dis non, ça aurait été une zone naturelle, non, il n'aurait pas fallu le faire. Mais non, il y a 3 mètres de déblais, donc en fait c'est une décharge sur laquelle la végétation a repoussé en fait. Madame, juste, je vois votre... C'est une décharge parce qu'avant que nous arrivions sur cette opération, c'était un projet golfique. Golfique. Et d'ailleurs, quand vous lisez la ZAC des Votes est toujours mentionné dans le PLU, projet golfique. Moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, madame. Golf, un golf. Ah, golfique, pardon. Le jeu du golf. Oui, golfique, pardonnez-moi. Et donc, c'est à cette occasion, il y a plus de 25 ans, que des remblais ont été faits avec des matériaux de construction, effectivement. Quel est le coût total du projet? Alors, sur les 3 sites, on est à 180 millions d'euros. Julien, une précision? Alors, je précise, il est midi 15 et à 14h, il y a la réunion APIFA, Studio d'animation et industrie technique. Donc, on va aller doucement vers la conclusion, je vous en prie. Bonjour, Olivier Courteau, je représente une structure qui s'appelle Contextar, qui est basée à Montpellier, qui accompagne des entreprises culturelles. Je salue Sébastien, Giraud et Véronique qui m'ont reçu au mois de juillet pour me présenter ce très beau projet. Alors nous, on a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est l'entreprise culturelle, puisqu'on accompagne des personnes à la création et au développement d'activités culturelles, y compris l'audiovisuel. Et la réflexion qui me venait, vous avez parlé de formation, vous avez parlé d'outils de fabrication, effectivement, de beaucoup de mètres carrés, aussi de Netflix, Amazon, des géants. Est-ce que vous avez une réflexion sur le fait que des sociétés de production naissent ici en Occitanie et restent dans la région? Parce que pour avoir des emplois, il faut aussi avoir des gens qui produisent des films. Et que nous, on a vocation à aider des structures à s'implanter ici, à s'y développer. Donc je me disais, voilà, pour boucler un peu la boucle dans les maillons de la chaîne, entre création, fabrication, production et formation, est-ce que cette réflexion, vous l'avez imaginée avec peut-être les collectivités, la région? Nous, on avait organisé l'an dernier le forum Entreprendre dans la culture Occitanie à la Cité des métiers de demain, en lien commandité par la DRAC et la région Occitanie. Voilà, donc ma question, c'est celle-ci. Est-ce que le fait d'avoir des producteurs, peut-être plus de longs métrages, de fiction, d'animation, on a déjà des producteurs, mais je pense que c'est pas suffisant. On a l'effet spécial, on a Dwarf, nous on travaille avec les films d'ici Méditerranée sur nos formations. Est-ce que cette réflexion-là, vous l'avez entamée ou imaginée dans ce très beau projet PIC Studio? Voilà. Oui, on l'a entamé. Pour répondre à ta question, Olivier, effectivement, il y a des boîtes de prod qui sont nées sur la région, et je pense à Virgile, je l'ai vu aperçu tout à l'heure, je ne sais pas où il est, de Ander Andera,
qui sont des petites pépites locales et qui sont aussi en train, qui sont nés sur la région. Et Andera, par exemple, c'est en phase adolescente, à mon avis, et en train de se transformer et va devenir une boîte de prod beaucoup plus conséquente, qui va aller titiller des secteurs de marché que jusqu'à présent elle ne titillait pas. Donc c'est un travail qui est effectué. D'autres boîtes de prod comme celle qui fera son avant-première ce soir à 20h30 réfléchissent à venir se réimplanter sur la région. Donc il y a aussi un travail qui est fait pour des implantations ou réimplantations de boîtes de prod. Oui. En tout cas, c'est tout ce qu'on pourra faire pour accompagner, j'allais dire des jeunes, ils ne sont pas forcément jeunes, enfin des personnes qui ont envie de développer des activités, on le fera. Eh bien, merci beaucoup à vous quatre. Merci Marin aussi pour ton intervention et merci à vous quatre pour ce... Ah, je vous en prie, je n'ai pas vu, pardon. Oui, excusez-moi, moi j'ai juste une question concernant vos besoins à vous en tant que futur employeur aussi de la région, puisque pour faire tourner ces magnifiques outils, vous allez avoir seulement besoin de ressources. Vous voulez savoir quel type de profil vous allez chercher et dans quel rétro-planning. C'est moi qui réponds alors. Oui, là on a créé une équipe projet d'une petite dizaine de personnes. Après, cette équipe projet va se muter en équipe pour la commercialisation et l'exploitation de PIC Studio. PIC Studio, ça sera une grosse conciergerie. Ça va pas être une usine avec 200 permanents. Il y aura peut-être, je ne sais plus les projections, mais 15-20 personnes. Ce ne sera pas énorme. Après, les ressources, ce seront les ressources locales qui seront utilisées, simplement. Les recrutements vont démarrer à peu près 12-18 mois avant le lancement des sites. Effectivement, comme Sébastien et Alain l'ont dit, notre objectif, c'est effectivement d'accompagner le tissu local et d'être vraiment un carrefour. On a besoin d'échanges, on a besoin de vous aujourd'hui et pour permettre de satisfaire toutes les demandes des producteurs au niveau national et international. Donc on a besoin de vous, on a besoin des talents de demain et des jeunes de demain. On compte vraiment sur vous. Et donc n'hésitez pas à nous faire part de toutes ces questions-là. Vous allez sur le site, là, la plaquette Internet. Au passage, vous en profitez pour nous soutenir et puis à nous faire remonter ce genre de questions, si vous avez des questions précises ou des choses à nous proposer. On est tout à fait friands de pas avoir de cela. C'était sa conclusion, il me semble. Eh bien, merci. Merci à vous quatre pour cette rencontre.